Donc, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour cette invitation, remercier l'ensemble du comité d'organisation du colloque et en particulier Christine, qui est mon interlocutrice privilégiée pour ses travaux sur les discours numériques. Alors, je ne vais pas être tout à fait impec dans cette conférence puisque je ne vais pas travailler exactement sur les interactions multimodales, mais dans la perspective qui est la mienne depuis toujours, qui est l'analyse du discours. Et donc, je vais travailler sur des discours écrits, mais qui, évidemment, et c'est tout l'intérêt de la rencontre scientifique avec Christine et son groupe, qui possède, bien sûr, une dimension multimodale qui est, à mon sens, un petit peu, encore ignorée, trop ignorée par les collègues d'analyse du discours. J'ai mis ceux qui sont connectés, j'ai mis le plan de la conférence et la bibliographie, parce qu'avec le PowerPoint, on est toujours un peu frustré des références bibliographiques. Donc, en ligne sur mon carnet technologie discursive. Alors, quelques mots d'introduction sur le thème du colloque qui est la présence. Alors, la présence, ça n'est pas une notion linguistique. Ça n'est pas une notion linguistique comme serait la déixis, l'actualisation, l'énonciation, des choses comme ça. Alors, la notion qui est la plus proche, c'est qu'on retrouve dans beaucoup de travaux sur l'énonciation, c'est la notion de présence énonciative. C'est un syntagme qu'on trouve, mais qui n'est pas figé, qui ne correspond pas véritablement à une notion qui figurerait dans un dictionnaire, par exemple, sur l'énonciation. Donc, on a cette notion de présence énonciative qui correspond à l'instance énonciative. Alors, donc, dans ma généalogie des travaux formels sur les discours numériques natifs, depuis le début, j'emprunte, je m'inspire, je lis des travaux en infocom et en sociologie. Et cette notion de présence numérique, nous a été, à nous linguistes, proposé et même, à mon avis, imposé, mais au bon sens du terme, par ces deux disciplines. Il me semble en effet que dans la configuration des discours numériques natifs, la notion de présence est une notion tout à fait nécessaire pour l'analyse linguistique et donc on a intérêt à la travailler et à l'installer en sciences du langage. Donc l'interroger, la penser, la retravailler pour l'étude des discours numériques. Donc dans le cadre, pour moi, de l'analyse du discours dite française, on peut discuter à l'infini sur ce qualificatif, donc dans le cadre de l'étude des corpus écrits, mais une analyse du discours qui tient sur la langue, qui ne lâche pas sur la problématique linguistique. Et il me semble que retravailler, mais c'est ce que Christine disait hier et beaucoup d'entre vous, retravailler, implanter en les retravaillant contextuellement dans l'épistémé des sciences du langage, des propositions fortes et robustes qui ont été faites ailleurs et avant nous, c'est une bien meilleure méthode que d'appliquer au discours numérique natif des théories et des méthodologies d'analyse du discours qui sont prénumériques, ce qui commence à se faire beaucoup d'ailleurs en analyse du discours, et ce que je trouve un petit peu étonnant et parfois assez peu rentable scientifiquement parlant. Alors, je voudrais inscrire ici mon travail dans ces travaux en infocom, en sociologie et en philosophie. Mon inscription large, c'est la notion de conversion numérique qui a été proposée par Milad Douei il y a maintenant presque une dizaine d'années. Milad Douei, c'est l'histoire des idées, la philosophie. Enfin, il est dans une pluridisciplinarité conceptuelle, mais aussi ce que Dominique Boulier, qui est sociologue, appelle de ses voeux, et j'en reparlerai tout à l'heure, une requalification des notions, des concepts, des théories, des méthodologies actuelles pour mieux rendre compte des transformations que le numérique fait subir aux discours eux-mêmes et aux réalités sociales. Une inscription plus médiane, c'est une plus proche de notre sujet actuellement, c'est la réflexion de Gumbrecht sur la présence. Donc Gumbrecht, c'est un philosophe, mais qui a travaillé en sociologie, en littérature. Donc je me suis beaucoup inspirée de son ouvrage Éloge de la présence. Et puis, quelqu'un qui a été cité déjà hier beaucoup, Christian Likop, dans son travail sur la présence connectée, 2012, mais il a déjà des travaux, il avait déjà proposé cette notion de présence connectée déjà en 2005, j'y reviendrai. Et une inscription plus locale pour justement travailler la notion de présence en analyse du discours, deux références, donc toujours la présence connectée de Likop, 2004, 2009, 2012, et la notion de présence numérique que Louise Merzeau a installée en Infocom et
qu'elle a notionnalisé. C'est une notion qui est déjà installée. Donc, plutôt que d'appliquer des théories prénumériques qui sont toujours en décalage et qui ne correspondent pas tout à fait, enfin, qui n'entrent pas vraiment dans, à mon avis, les clous des réalités numériques, je préfère évidemment m'inspirer et retravailler à partir de notions qui sont déjà installées de manière tout à fait claire dans des disciplines affines qui sont la sociologie et les sciences de l'information et de la communication. Rapidement, des petites citations. Donc, Douéhy, dans un article de 2010, le numérique interroge nos objets culturels premiers. Il les fait circuler dans un nouveau contexte. On a de nouveaux objets inédits. L'objet numérique est tout autre. Et donc, il appartient à un nouveau régime où presque tout est convertible. Donc, Douéhy est tout à fait subtil avec les évolutions du numérique. Il ne parle pas de révolution numérique, il parle de conversion numérique. Et je pense que vraiment, cette notion est tout à fait intéressante et qu'il faut tout à fait la mettre au travail dans nos disciplines. Dominique Boulier, dans un entretien du Monde de l'année dernière, qui m'a vraiment énormément plu et qui m'a beaucoup inspirée, je plaide pour des sciences sociales de 3e génération qui s'emparent de ces nouveaux phénomènes numériques pour les requalifier. Il me semble que cette notion de requalification est un conseil épistémologique tout à fait intéressant pour la fécondité de nos travaux sur les discours numériques, inventer des concepts, des outils et des limites de validité sur ces nouvelles données, ces traces, etc. Sur Gombrich, donc alors, l'éloge de la présence, c'est un ouvrage qui repose sur une critique du paradigme de la signification et de l'interprétation, qui est encore le paradigme dominant en analyse du discours actuellement et auquel il oppose un éloge de la présence. Et il écrit, page 89, « Il s'agirait d'inventer des concepts nous permettant à nous, humanistes, de nous référer au monde de manière plus complexe que celle offerte par la seule interprétation, plus complexe que la seule attribution d'une signification au monde. » Et il plaide pour une culture de la présence contre la culture de la signification, culture de la présence qui, avec des outils et des théories adéquats, nous permettrait de rendre compte véritablement de la réalité des choses, sans tomber, j'ai pas le temps ici de développer Gombrich, mais sans tomber évidemment dans un substantialisme ou un essentialisme qui pourrait, alors là pour le coup, nous éloigner de tout le côté construction sociale de la réalité dont témoigne l'analyse du discours. Quelques expressions attrapées au vol comme ça de l'ICOP. Il parle des idéologies de la présence, l'idéologie de la présence pleine. Ici, je crois que tout le monde est d'accord dans ce colloque pour travailler sur une dimension de la présence plus complexe, plus subtile, une espèce de présence-absence, la présence connectée, enfin en tout cas quelque chose de post-dualiste, quelque chose qui soit sur un continuum présence-absence. On est sorti du binarisme, enfin je l'espère. Donc il parle de la mythologie de la coprésence et de la concentration attentionnelle. Il plaide pour une reconfiguration sémantique et normative de la présence et il décide, lui, de prendre en compte une forme de présence extérieure à la dichotomie présence-absence qu'il appelle la présence connectée. Et je termine mon cadrage local par la notion de présence de Louise Meursault. Donc, j'aime bien la manière dont cette notion de présence numérique a été construite chez Louise Meursault parce que c'est un travail issu d'une critique. C'est-à-dire qu'on va remplacer la notion d'identité qui semble inadéquate pour rendre compte des traces multiples que nous laissons et de leur fonctionnement par la notion de présence parce que la critique essentielle que Louise Meursault adresse à la notion d'identité, c'est sa réduction. C'est le fait de nous réduire à des images extrêmement locales et stéréotypées. Donc la présence numérique permet de prendre en compte la multiplicité et la variabilité des traces, la granularité de l'individu et elle signale comme compétence numérique des internautes tout à fait capitale celle de gérer sa présence en ligne, de gérer sa traçabilité. Elle parle de plan de communication, elle dit que nous devrions tous quasiment avoir un plan de communication et dans son article de 2009, elle écrit « La diffraction de la présence numérique déplace la maîtrise vers la fonction d'agrégation des traces ». Donc de toutes ces références-là, je retiens quand même la conversion, la requalification, le déplacement. En bref, je pense qu'il faut que l'analyse du discours bouge un peu, déplace, retravaille ces notions. Donc, des conversions, des modifications d'objets qui vont appeler des aménagements épistémologiques et théoriques. Donc, ce que je propose ici, c'est une approche linguistique de la présence à l'écrit,
ce que je vais appeler présence comme ça dans une définition un peu heuristique, un petit peu rustique, c'est l'implication directe ou médiate du locuteur dans l'acte de langage en ligne. Donc je vais parler de présence comme présence de l'instance énonciative qui est toujours un effet de présence. Alors la notion d'effet de présence, je n'ai pas le temps de la détailler, il y aurait une communication entière à faire là-dessus. Elle nous vient de plusieurs sources, mais elle nous vient en particulier d'un historien, Ginsburg, qui lui a travaillé donc en micro sur la micro-histoire. Elle est reprise là par Vitali Rossati, qui a été un des invités ici du séminaire IMPEC. La présence, en d'autres termes, n'est pas immédiate. Elle est le résultat d'un discours. La présence est toujours un effet. Donc il est entendu que, par facilité de langage, on parle de présence, mais il est bien entendu que quand on parle de présence, on parle d'effet de présence. Donc je voudrais ici aborder la question de la présence par la notion de relationnalité, ce que j'appelle la relationnalité, c'est-à-dire le fait que toute production langagière en ligne s'inscrit dans un lien qui est matériellement manifesté. Je pense qu'en ligne, il n'y a pas de production langagière sans présence, mais sans présence du lien, donc une présence liée. Donc mon approche, elle va être constructiviste et non binaire, donc sur justement cette ligne un peu acrobatique, qui est difficile à tenir de l'asymétrie, avec les deux pôles présence-absence, mais avec une tenue médiane entre les deux. Et je voudrais essayer d'explorer la notion de lien de présence et aussi la notion d'effet d'absence sur certaines manifestations des locuteurs en ligne. Je vais travailler donc dans le cadre de l'analyse du discours numérique, qui est une approche des productions langagières natives. Ce que j'appelle les productions natives du web ou les discours nativement numériques, ce sont, je vais le redéfinir tout à l'heure, des productions qui sont écrites en ligne, en contexte connecté. Donc l'objectif de mon travail ici, c'est de décrire les formes et les fonctions de ces liens de présence. La dimension épistémologique de ce travail, c'est l'idée que le discours numérique natif va questionner la linguistique et va lui demander donc de modifier certains de ses dispositifs théoriques et méthodologiques. Et la question de recherche que je voudrais poser, qui est une question assez simple, c'est la suivante. Quels sont les traits linguistiques impliqués par la relationnalité, la présence liée des discours numériques natifs, et quels dispositifs d'analyse devons-nous mettre en place pour en rendre compte ? Voilà, donc une introduction un peu longue, qui est quasiment une partie. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura que 2 parties dans ma conférence. Donc je propose une partie pour rappeler un peu les cadres de l'ADN et puis une partie sur la relationnalité. Donc première partie, je rappelle les cadres de l'analyse du discours numérique. Donc comment je définis les discours numériques natifs, donc production discursive en contexte numérique sur appareil connecté, au sein des écosystèmes d'écriture des services de l'Internet, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre en compte les discours numériques qui ont été numérisés, qui ont simplement été portés en ligne. Mais après, je pense qu'ils sont tout à fait justiciables d'une analyse, mais qui demande un autre dispositif. Donc je travaille en particulier sur le web social, ce qu'on appelle le web 2.0. Je ne travaille pas, par exemple, sur les forums. Je travaille sur les choses qui sont venues après, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, des choses comme ça. Je vais travailler sur des discours qui sont disponibles et explicites. Ça veut dire que je vais écarter pour le moment, et j'ai tort, mais pour le moment, je suis en train de me former à des outils pour travailler dessus, donc je ne peux pas en parler à mon avis. Je ne vais pas travailler sur des discours qui sont produits par des algorithmes. Je vais en parler, mais je ne suis pas capable pour le moment de travailler dessus. Et je ne vais pas non plus travailler sur des discours, mais que j'aimerais bien explorer, qui sont les discours du dark web. Mais là, c'est pareil, et je compte sur certaines jeunes personnes un peu aventureuses pour m'y emmener. Ça demande un travail de préparation et ça demande vraiment de préparer des choses. On ne peut pas aller travailler sur le web profond comme ça. Mais j'ai tort. Je pense qu'il faudrait aussi les prendre en compte. Donc je ne vais pas travailler, mais c'est tout à fait discutable, j'accepterai tout à fait la discussion sur des productions hors ligne, sur des productions issues de traitement de texte, sur des productions issues de messagerie hors ligne. Il y a un problème avec les messageries, puisqu'on peut travailler hors connexion, les outils de TAL, les produits des outils de TAL, les appareils non connectés. Je ne vais pas travailler, par exemple, sur des CMS, qui sont, eux, très largement traités par la CMO. Et dernier
Dernière information sur ma conception des discours numériques natifs. Je les appelle discours numériques natifs comme ça par facilité de langage, mais je pense qu'il n'y a pas de catégorie unifiée. Et je pense qu'on a tort de parler des écritures, de dire les écritures électroniques, les écrits numériques, les discours de l'Internet ou les discours numériques natifs. Je pense vraiment que il faut adopter une perspective écologique et travailler de manière tout à fait spécifique, comme on l'a travaillé en AD pré-numérique, c'est-à-dire avec des genres de discours. Et voilà, je pense que les discours numériques ne sont pas un genre de discours de l'analyse du discours. Je pense que c'est un univers entier qui se divise en plusieurs catégories, plusieurs genres de discours. Donc pour travailler dans cette perspective, je propose la notion de technologie discursive que je définis comme un dispositif au sein duquel la production discursive est intrinsèquement liée à des outils et des gestes technologiques qui participent, ENT, à la mise en forme des matières langagières qui sont constitutives du discours. Là, je reprends un terme qui appartient à Michel Pêcheux. Donc, c'est un peu la continuité du travail de l'ADF, de l'analyse du discours française, dans des environnements en ligne ou hors ligne. La technologie discursive va aussi englober des productions non connectées. Et donc, je me situe dans une épistémée post-dualiste. Donc là, j'ai pas le temps de détailler, mais je pourrais répondre à des questions. Mes 3 inspirations théoriques majeures sont la philosophie de l'esprit, du côté du postulat de l'externalité de l'esprit, la cognition distribuée et la théorie des affordances. Et là, on s'est quasiment rencontrés sur cette question des affordances, qui me semble vraiment tout à fait puissante pour travailler sur le numérique, mais aussi travailler sur les objets en général. Je vais appeler technodiscours des productions discursives qui vont assembler au sens de la tour, au sens de l'assemblage de la tour. Moi, je veux parler du composite, mais je reprends tout à fait la théorie de l'assemblage et l'anthropologie symétrique de la tour. Donc, assemblage de langagiers techniques, donc dans un composite, sans extraction possible de l'une ou l'autre composante. Je vais donner quelques exemples natifs du web social. Alors, là, vous connaissez évidemment tous très bien ce dont je vais parler, mais je vais appeler technomots, donc des hyperliens, des tags et des hashtags, qui, dans leur morphologie même, dont ne rend pas compte, en ce moment, toujours pas, les sciences du langage et l'analyse du discours, vont comporter un composant technique qui me semble, moi, inécartable d'une analyse linguistique. Mais on va aussi avoir des technosignes. Donc là, j'ai repris la page YouTube du charmant petit teaser que vous avez produit pour le colloque Impec. Donc en haut, donc ça c'est mon navigateur. Donc en haut, vous avez mes petits bookmarklets et puis tous mes boutons de partage que j'ai entourés. Et puis en bas, bien sûr, tous les boutons de partage dont vous disposez sur YouTube et bien d'autres encore. Donc je vais appeler des technosignes. Les bookmarklets étant à la fois des marque-pages et des programmes, qui contiennent des petits programmes. Donc c'est là que mes limites, j'avoue mes limites, parce qu'il faudrait aussi pouvoir rendre compte discursivement du discours des algorithmes. Et puis aussi ce que je vais appeler des technogenres. Il me semble que la demande d'amitié sur Facebook est un technogenre. En tout cas, entre adultes, on demande pas, on fait pas de demande d'amitié. Les enfants font ça, mais pas les adultes. En tout cas, vous pouvez toujours essayer de le faire et voir les effets qui seront produits. Mais aussi, par exemple, ce genre de choses qui sont des cartes d'identité numérique. Ça, c'est le programme, la plateforme About Me. Et puis, des choses qui ont disparu maintenant. Ça, c'est un TweetDoc. Alors, TweetDoc a disparu. Je regrette parce que c'était un genre de discours qui m'intéressait beaucoup. C'est issu d'une redocumentation à partir de Twitter. Et ça vous sort automatiquement des PDF qui ont cette tête-là. Et donc, c'est très, très intéressant parce que vous avez tous les locuteurs qui sont là. Et puis ensuite, vous avez une liste de tweets. Et nous, ça nous interroge beaucoup. Il y a une linguistique de la liste depuis toujours. Vous savez bien sûr que c'est la première forme. De toute façon, d'après les travaux de Goody, c'est la première forme textuelle. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Alors j'en ai capturé quelques-uns, mais voilà, on peut plus fabriquer de TweetDoc. Mais bon, maintenant il y a Storyfy, il y a des outils de redocumentation. Donc tout ça, ça produit des technogenres, donc des genres de discours natifs. Alors, je voudrais passer en revue
Rapidement, les traits des technodiscours, je leur en attribue 4. Et le dernier, la relationnalité, sur lequel je ferai ma deuxième partie. Donc la composition, donc j'ai expliqué ce que j'entendais par composition. Donc je détaille un petit peu. Dans les technomots, on a ceux que je vous ai montrés, mais on a aussi, par exemple, tous les mots consignes des réseaux sociaux. Tous les mots consignes comme détails masqués, bloqués, signalés, favorisés, etc. Tous ces mots consignes qui sont alors soit colorés dans le bleu originel des hyperliens, soit configurables dans la couleur que vous voulez sur Twitter, par exemple, mais qui apparaissent toujours, qui ont toujours une matérialité. Il y a aussi une composition dans les URL qui sont soit entiers, soit réduits. Vous savez qu'il y a des réducteurs de liens, donc ça produit aussi des formes morphologiques particulières. Pour le moment, en morphologie, on ne dispose pas de catégories pour rendre compte des URL. Aucun linguiste ne peut analyser morphologiquement des URL, donc c'est quelque chose à inventer. Il faut trouver une description. Donc les boutons de like, de partage dont j'ai parlé, et les couleurs. Donc il me semble qu'il faut intégrer à notre travail d'analyste du discours les couleurs, donc quelque chose de visuel et de matériel qu'on n'y avait pas fait entrer. Donc le bleu tout à fait originel des liens et des mots qu'a gardé le moteur de recherche Google, qui est très mémoriel et traditionnaliste. On a toujours ce bleu du départ, ou bien donc ce dont je vous parlais. J'aime bien le compte Ars Technica sur Twitter parce qu'ils ont un orange vif et donc du coup on voit tout ce qui est cliquable, tout ce qui est composé, morphologiquement composé est en orange, et donc vous voyez évidemment tous les mots cliquables sur le compte. Deuxième caractéristique des technodiscours, leur délinéarisation. Alors, il me semble que les discours numériques natifs, donc à l'écrit, sont délinéarisés de 5 manières. Donc, délinéarisation visuelle, couleur, alors et ou soulignement. Parfois, on n'a que du soulignement. Il y a donc ça interroge la morphologie, ça interroge aussi la morpholexicologie, la morpholexicographie, des choses comme ça, et la typographie. Il y a une délinéarisation syntagmatique. On sait que les segments hyperliés peuvent être intraphrastique, donc ça veut dire que quand vous fabriquez un lien ou quand vous cliquez, vous allez délinéariser la syntaxe de la phrase, la combinatoire de la phrase. Délinéarisation énonciative qui est la plus connue et la plus anciennement travaillée par nos collègues de littérature. Je pense au travail d'Alexandra Semmer, par exemple, qui travaille depuis très longtemps sur l'hypertexte et la littérature hypertexte, puisque évidemment les énonciations des textes sources et des textes cibles ne sont pas les mêmes, et que vous allez sortir du premier schéma énonciatif pour éventuellement ne pas y revenir. Et je pense que c'est ça la différence majeure entre les écrits hors ligne prénumérique et les écrits numériques, c'est que quand vous sortez du schéma énonciatif en cliquant, vous pouvez ne pas y revenir. On m'avait fait cette objection, Damon Mayafre m'avait fait cette objection un jour dans une conférence en me disant « Oh, t'es un peu radical, tu exagères, parce que de toute façon, c'est une délinéarisation provisoire. » Et je lui avais dit « Non, c'est pas provisoire, tu peux ne jamais revenir à ton texte antérieur. » Et donc ça, à mon avis, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Délinéarisation discursive aussi. Vous avez de ce que Bouchardon appelle des énoncés de gestes. Je vais y revenir. Donc, comme cette fameuse demande d'amitié sur Facebook où vous pouvez simplement demander l'amitié de quelqu'un en faisant un énoncé de geste, c'est-à-dire en cliquant, ce qui implique tout un discours. Bonjour, machin, etc. Veux-tu être mon ami, etc. J'aimerais beaucoup que tu sois dans mon compte. Donc, ils sont, il me semble, des énoncés de gestes substitutifs à des énoncés verbaux. Quand vous partagez aussi d'un blog, que vous partagez un billet sur votre compte Facebook, votre compte Twitter, ou bien vous partagez une vidéo YouTube, il y a un technodiscours rapporté, donc il y a toute une élaboration discursive qui est implicite dans l'énoncé de geste, et puis des linéarisations également sémiotiques, et là c'est là qu'évidemment on est dans le multimodal et le plurisémiotique, puisque les segments hyperliés à l'intérieur de quelque chose d'écrit peuvent évidemment vous amener vers du non-verbal, quel qu'il soit. Troisième caractéristique des technodiscours, leur imprévisibilité, une imprévisibilité discursive. Ce que je veux dire, c'est que quand vous écrivez en ligne, si vous êtes à l'intérieur des CMS de votre blog de WordPress, par exemple, vous savez très bien ce que ça va devenir, mais vous avez souvent l'impossibilité de prévoir ce que graphiquement et même parfois discursivement votre discours va devenir une fois que vous aurez produit un énoncé de geste.
parce que votre discours est totalement contraint par des formats, et donc les opérations de circulation, donc partage, reblogage, retweet, copier-coller, etc., vont modifier ce que Souchier appelle depuis maintenant très très longtemps les énonciations éditoriales. Par exemple, vous recevez sur une liste professionnelle de linguistique, par exemple, l'annonce d'un colloque que vous partagez sur votre compte, par exemple, votre page Facebook Discours et Doctorat, par exemple. Ça va évidemment, la configuration du message électronique va être tout à fait différente de la configuration que les formats, que les templates de Facebook vont attribuer à votre message. Ensuite, vous avez une imprévisibilité, alors en tant qu'énonciateur, liée à tous les processus et à tous les programmes de redocumentarisation qui existent sur le web, puisque à partir du moment où un de vos technodiscours, un de vos énoncés, un tweet par exemple, est redocumentarisé, comme par exemple ce qu'on va faire sans doute avec le Storyfy de Impec 16, ça va modifier les contextualisations, et donc en analyse du discours, ça va modifier les significations de votre discours, et ça c'est imprévisible. Moi je ne sais pas quand je tweete par qui ou par quoi ou comment ou dans quel contexte je vais être documentarisé, et donc où mon discours va être en quelque sorte resignifié en étant partagé. Et les fameux algorithmes qui produisent de nouvelles contextualisations et de nouveaux discours sans geste énonciatif, en tout cas volontaire et explicite de l'internaute, c'est ce que Fanny Georges appelle, et d'autres, l'identité calculée. Et évidemment, tout ça, c'est tout à fait imprévisible. Et donc, enfin, la relationnalité, donc tous les énoncés produits en ligne sont liés hic et nunc, c'est-à-dire au moment de leur écrit-lecture, puisque je vais y revenir, les deux se confondent en ligne. Il y a un effet read-write, écrire et lire, qui reviennent dans la majeure partie des contextes au même geste. Et c'est pour ça que je vais parler de lien de présence. Nous sommes liés aux appareils, nous sommes liés aux instances énonciatives, et les énoncés sont liés aux autres énoncés. Donc je passe à ma deuxième partie pour essayer de creuser un peu cette histoire de relationnalité. C'est tout à fait exploratoire, c'est une notion sur laquelle je suis en train de travailler. Je tente quelque chose, si ça marche pas, ça marche pas. Si je suis vraiment, je viens ici pour discuter. Donc si vous me dites que ça fonctionne pas, je changerai, et je trouverai autre chose. On trouvera autre chose. Alors, il y a, à mon avis, plusieurs types de relationnalité. Et je lie la relationnalité à la subjectivité. Je vais expliquer pourquoi. Il y a une relationnalité subjectivité matérielle. Donc la présence de l'énonciateur-récepteur est tout à fait liée à l'existence matérielle du texte discours énoncé via le fonctionnement d'un appareil. On oublie ça, mais c'est Souchier en avait parlé dès 96, quand on éteint son ordinateur, évidemment, plus rien n'existe matériellement, et donc il y a une présence électrique avant tout de nos discours, ce qui n'est pas le cas de tous les autres discours. Donc l'idée de la présence liée, c'est à mon avis une propriété des discours numériques natifs, avec une présence directe ou indirecte, simultanée ou différée de l'instance énonciative, au moment de la production, mais aussi au moment de la réception, du partage, de la circulation. Alors, cette présence liée est une propriété de tout discours à l'oral, mais c'est une propriété qui a été effacée par une perspective relativement logocentrée des sciences du langage et des linguistiques TDI, texte, discours, interaction. On a, en analyse du discours sur l'écrit, bien qu'il y ait une analyse du discours oral qui est déjà très très largement implantée, on a toujours plus ou moins évité de prendre en compte la présence énonciative, corporelle, émotionnelle, axiologique. Et donc je trouve que le travail qu'on fait sur les discours numériques natifs a aussi un effet rétrospectif sur tout ce que l'analyse du discours a pu faire, l'analyse du discours française, sur des corpus écrits, dans une perspective qui était structuraliste ou structuralistiforme ou structuralistiphile à l'époque, dans les années 60-70. Donc il y a quelque chose de rétrospectif aussi qui s'ouvre à nous avec les discours numériques natifs, enfin avec notre travail.
Donc il me semble qu'on peut repenser même la notion d'instance énonciative telle qu'elle avait été feuilletée, très subtilement feuilletée par Ducrot en 84, sujet parlant, locuteur, énonciateur. Tous les travaux des analystes du discours se situent sur locuteur, énonciateur, hein, avec une mise à l'écart du sujet parlant comme n'étant pas, en tout cas à l'écrit, comme étant dans l'extra-linguistique, et donc comme n'étant pas justiciable du traitement des discursivistes. Et là, je pense que les discours numériques natifs nous demandent de réintégrer par l'intermédiaire de la présence liée, nous demande de réintégrer la notion de sujet parlant. Alors, cette relationnalité, subjectivité des énoncés passe par plusieurs processus et on peut avoir plusieurs outils théoriques pour la pensée. Les processus, c'est l'hypertextualité, que vous connaissez bien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aussi l'investigabilité, trouvabilité. Là, je traduis un petit peu ce que nos collègues anglophones appellent searchability, findability. C'est-à-dire le fait que tous les énoncés en ligne sont investigables par des moteurs de recherche et sont trouvables donc par ces mêmes moteurs et par les outils, notamment les outils de redocumentarisation dont je vous ai parlé. Donc cette relationnalité passe aussi par la partageabilité, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la circulation, l'extrême disponibilité des discours à leur circulation parfois virale, donc qui est une disponibilité proposée par les affordances techniques, hein, c'est-à-dire le grand nombre des programmes qui pullulent sur Internet, qui vous permettent de tout partager, de tout relier, de tout dire, etc. Et également l'augmentabilité des discours. Sur le web, tous les discours sont augmentés, donc sont liés à leur augmentation. Hein. Un discours est lié au discours qui sera augmenté. Et moi, énonciatrice, je suis liée aux autres énonciateurs qui vont augmenter mon discours. Je pense par exemple aux outils en ligne très fréquents qui sont les PAD, qui sont des outils d'écriture collective, qui sont des outils qui ont l'originalité de produire un seul résultat final avec de multiples instances énonciatives, mais en présence réelle hic et nunc. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant à travailler. Et évidemment, du coup, la notion d'énonciateur explose là. Et donc, elle est là, mais il faut la repenser comme un énonciateur augmenté, un polyénonciateur, un hyper-énonciateur. Christine et Nicolas parlaient hier de la présence augmentée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser. Voilà. Et donc, les outils d'analyse dont on peut disposer, j'en présente 3. Alors, j'ai proposé il y a quelques années la notion de contextualisation techno-relationnelle. C'est hyper jargonnant, mais à l'époque, j'arrivais pas à m'en sortir sans être aussi lourde et aussi... voilà, mais voilà, j'ai gardé, donc il faudrait que je change. Ce que j'appelle contextualisation techno-relationnelle, c'est ce que Judith Donat exprime très bien en disant sur les réseaux sociaux, les choses que vous dites n'existent que dans le contexte d'autres communications. On ne peut pas les regarder de manière isolée. Comme si elles étaient des publications uniques et singulières, nos discussions ne se comprennent que dans le réseau de relations et de signes dans lesquels elles s'inscrivent. Donc, j'avais proposé ça pour justifier le fait que quand en analyste du discours, on étudie Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, parce qu'il faudrait aussi en sortir, YouTube, LinkedIn, même Deezer, des réseaux sociaux de musique, hein, qui sont vraiment des réseaux où il y a beaucoup de discours. Souvent, les analystes du discours, mobilisant des théories et des méthodologies prénumériques, les travaillent exactement comme ils travaillaient les articles de presse, par exemple, c'est-à-dire comme des corpus objectifs. Mais en fait, toutes les données du web social sont, alors selon le terme qui est à la fois synthétique, bref et parlant de Laetitia Bibier-Émérite, à qui j'en voudrais jusqu'à la nuit des temps d'avoir trouvé ce terme vraiment magnifique et que j'adopte, idiot numérique, hein, c'est-à-dire que mon compte Facebook n'appartient qu'à moi. Vous voulez travailler sur Facebook, vous ne pourrez jamais travailler sur ce que moi je vois. Donc, si vous voulez, il faut... adapter nos méthodes à cette idiosyncrasie qui est quand même, quand on y pense,
impressionnante et par rapport aux théories dont on dispose actuellement en analyse du discours, un peu indémerdable. Enfin, il faut vraiment mettre en place des dispositifs tout à fait adaptés. Ça rejoint ce que Louise Merzeau appelle la personnalisation. Elle parle aussi, à un moment donné, elle n'est pas la seule, mais les sociologues et les chercheurs en infocom travaillent beaucoup là-dessus. Il faut absolument qu'on les écoute et qu'on prenne en compte ce qu'ils nous disent. Elle parle d'industrie de la singularité. Là où la culture de masse fabriquait des dénominateurs communs, et les analystes du discours, on a toujours été habitués à travailler sur les produits de la culture de masse, en particulier les discours médiatiques ou les discours politiques qui sont le fond de roulement, si vous voulez, de l'analyse du discours. Donc le numérique tend naturellement à personnaliser l'information qu'il dissémine. Et elle parle un peu après de focalisation sur soi. Donc je vous donne un micro-exemple, un mini-exemple tout bête qui concerne aussi les moteurs de recherche. Même les moteurs de recherche sont personnalisés. Et si je fais une recherche sur les deux navigateurs, dans un même ordinateur, avec une même identité, avec les deux navigateurs que j'ai sur mon ordinateur, Firefox et Safari, dont j'ai eu des usages différents, etc. Et ce sera évidemment totalement différent sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, qui sera configuré algorithmiquement par l'ensemble des recherches. Si je cherche IMPEC 2013, sur mon navigateur Firefox, celui que je regarde le plus souvent, je vous ai mis les 5 premières entrées, je vais avoir appel à communication IMPEC, calendrier, comité scientifique, IMPEC 2016. C'est rustique comme recherche, hein, c'est juste taper ça sur Google. Et sur Safari, dont je me sers plus parce qu'il est moisi, que voilà, je m'en sers comme tout le monde, comme navigateur de secours, je vais avoir quelque chose de tout à fait différent. Donc, travailler les écrans vraiment avec la perspective idiosyncrasique, idionumérique, la contextualisation techno-relationnelle et trouver des méthodes pour rendre compte de ça, c'est-à-dire arriver à sortir des résultats généralisables sur des corpus qui sont totalement idionumériques et donc inaccessibles. Sauf, évidemment, demander des captures d'écran, enfin faire un travail de consentement et d'assentiment. Voilà. Troisième outil dont on dispose pour travailler sur la relationnalité, subjectivité, c'est une notion, moi, qui me semble vraiment extrêmement intéressante, que j'ai découverte chez Michel Zappavinia dans ses travaux sur Twitter à partir de 2010-2011. Donc, elle a sorti son bouquin en 2012. Alors, c'est local. Son travail concerne Twitter, mais je pense que la notion d'affiliation diffuse qu'elle produit, qu'elle élabore sur Twitter peut vraiment, en la travaillant, en la retravaillant de manière vraiment épistémique et tout à fait intéressante pour nous. Donc c'est l'idée que l'internaute va construire lui-même son réseau de liens, hein, ça rejoint à l'idée de l'idée numérique dont je parlais, va construire son propre web. Donc, alors c'est moi qui traduis affiliation diffuse, mais j'ai peut-être tort, le terme technique c'est ambient affiliations. Bon, j'avais beaucoup demandé à des anglophones de m'aider, ils m'avaient dit bon, affiliation diffuse, ça va à peu près. Donc ce qu'elle appelle affiliation diffuse, c'est une affiliation large et faible, donc qui repose justement sur la trouvabilité. C'est le fait de pouvoir trouver, grâce au dispositif technodiscursif donc de Twitter, certains discours dans lesquels l'utilisateur va se retrouver sur le plan des opinions et des valeurs, et donc de contracter un certain nombre d'abonnements, et donc de constituer une espèce de communauté comme ça extrêmement faible, extrêmement anonyme d'ailleurs, ou bien pseudonyme, puisqu'on va être lié avec des inconnus, mais quand même un réseau de liens. Alors, conséquence pour l'analyse linguistique, quel type d'observables on peut construire avec cette notion de relationnalité, des observables relationnels. Donc, il y a des conséquences. Donc, il n'existe pas, à mon avis, d'énoncé en soi, extractible et analysé pour lui-même. Donc, à mon avis, il faut sortir du logocentrisme qui est encore assez fréquent en analyse du discours et qui est en train de se développer, en fait, parce que les linguistes commencent à travailler massivement sur les discours numériques natifs. Enfin, quand je dis ça, c'est massivement sur Twitter. Il y a une espèce de fascination pour Twitter, mais parce que ça permet du quantitatif, hein, ça permet des grands corpus. Donc, on a des communications qui commencent par, à partir de mon corpus de 17 000 tweets, je vais faire une analyse. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire, je vous ai mis 3 versions du tweet.
Donc la première version, c'est dans le travail en ligne sur PDF, donc qui pourrait tout à fait être autrement d'une chercheure, c'est la manière dont elle cite les tweets. Donc logocentrisme tout à fait intéressant, avec une éradication du composite, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout ce qui est mot cliquable, mot connecté, donc toute la dimension qui fait l'intérêt à mon avis des DNN, des discours numériques natifs, est effacée. Deuxième version du tweet, si on veut vraiment faire une unité, on peut faire une capture d'écran avec, ce qui est assez fréquent, avec cette version-là du tweet. J'ai pris un peu un tweet par hasard dans ma TL hier, c'est Luce Lapin, voilà, que je ne connais pas, mais ça a été retweeté par L214. Mais pour moi, c'est pas tout à fait un tweet, ça. Si on veut vraiment jouer l'unité discrète, la plus petite unité possible sur Twitter, à mon avis, le tweet, c'est ça. C'est-à-dire, en cliquant dans la première fenêtre du tweet, vous arrivez à faire apparaître toutes les métadonnées. Je ne conçois pas un tweet sans ces métadonnées, il me semble. D'accord ? Mais là, si vous travaillez sur ce genre de données, qui sont des données discrètes, des unités, pour moi, vous êtes dans la technique et la théorie de la grammaire de phrase, c'est-à-dire qu'on va reconduire la grammaire de phrase sur les discours numériques natifs. Donc, il y a une espèce de grammaire de tweet, enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Et donc, du coup, on se retrouve sur le plan de l'histoire de l'analyse du discours. C'est un petit peu douloureux parce qu'on se retrouve quand même en 69, en 70, au moment où l'analyse du discours arrive et arrive au terme quand même d'une contestation de la dimension phrastique et de l'arrivée de la dimension au-delà de la phrase. Voilà. Avant-dernière manifestation de ce que j'appelle la relationnalité, non, dernière, je pense, de 4, le lien entre les liens de présence et les effets d'absence. Alors ça, c'est complètement exploratoire. Je suis en train de travailler en ce moment les effets d'absence. Donc, je reviens volontiers au travail de Clarisse Ehrenschmidt, qui travaille sur l'écriture numérique de manière avec un biais informatique. Elle nous rappelle que écrire, c'est, dit-elle, confier son texte à des penseurs d'activité, producteurs de littérature logicielle. Donc elle a une locutrice idéale qu'elle appelle Diane, dont elle dit que Diane travaille avec son micro-ordinateur parce que des spécialistes ont écrit des langages et des programmes, et ont réduit l'activité matérielle d'écrire en opération minimale. Et alors, c'est la dernière phrase qui m'intéresse. Donc, elle accepte que ces écrivains absents interviennent dans son travail par l'intermédiaire de leur production, et pourtant elle se sent auteur du texte qu'elle écrit. Donc c'est exactement ce que j'appelle effet d'absence, c'est-à-dire que techniquement c'est pas vous qui écrivez, techniquement ce sont des programmes, ce sont cette jolie expression des écrivains absents qui écrivent en ligne, mais c'est quand même vous sur le plan de l'instance énonciative, de l'instance de production et d'invention, et donc vous vous sentez quand même auteur et d'ailleurs même propriétaire de vos discours sur le web dont vous n'aimez pas qu'on les plagie, qu'on les copie, etc., etc. Donc c'est ça que j'appelle un petit peu les effets d'absence. Donc les effets d'absence, ça va être lié à des liens de présence matériels, mais je vais passer parce que je vois que le temps passe et j'ai plus le temps. Mais on va aussi avoir des effets d'absence et de présence gestuelle, un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que discursivement, c'est pas vous qui écrivez, mais ce sont vos énoncés de gestes, c'est votre corps et la technique, sans apparemment production, je parlais de logocentré tout à l'heure, de production de logos, donc là je me réfère à Bouchardon, cette expression d'énoncé de gestes. Je vous rappelle rapidement la manière dont on peut faire un lien en écriture sur WordPress. C'est long, il faut faire 4 opérations. Il faut d'abord, là je suis dans l'interface administrateur de mon blog. 1, surligner le segment à marquer. 2, ouvrir la fenêtre, insérer, modérer un lien. 3, coller l'URL concernée. Et 4, donc valider pour faire apparaître le lien sur le billet publié.
D'accord ? Après, vous avez une autre étape quand vous passez par un réducteur de liens si vous voulez partager. Donc, il y a des choses extrêmement techniques. Donc là, on est sur une présence énonciative, mais avec des effets d'absence. Hein. On a une présence, mais des effets d'absence dus à l'importance de la technologie et l'importance du lien matériel. Et enfin, vous avez aussi des effets d'absence qui sont liés à des phénomènes donc, qui se passent en ligne. Donc, j'ai parlé de l'hypertextualité, mais j'ai parlé aussi de l'augmentation et du partage. Donc ma présence énonciative va être articulée à mon absence énonciative, puisqu'elle va être liée à la présence énonciative d'autres énonciateurs qui vont rentrer dans mon énonciation. Donc là, on a aussi des écrivains absents. Une question intéressante en ligne, c'est la question des destinataires. Donc Marvik et Boyd parlent d'audience collective imaginée sur les réseaux sociaux. Page parle de public invisible, pardon. Page parle d'audience collective imaginée. Donc il y a une absence. Quand vous tweetez, vous ne savez absolument pas qui vous lit, qui vous écoute. Et parfois, vous avez des retours tout à fait étonnants de gens qui ont été extrêmement attentifs à ce que vous avez tweeté, alors que vous avez tweeté dans une indifférence ou un enthousiasme un peu inconscient. Je pense aussi qu'il y a, ça c'est plus une piste de travail qu'autre chose, mais les gens qui travaillent sur le cyberharcèlement connaissent bien les effets d'absence, le rôle de l'audience invisible dans le cyberharcèlement, puisque c'est une chose pour un gamin de se faire harceler dans la cour de récréation devant 15 personnes, et c'est une autre chose de se faire harceler avec une présence de centaines ou de milliers d'internautes moqueurs. Et je pense aussi à des effets d'absence qui sont liés à ce que j'appelle des présences faibles, c'est-à-dire des manifestations qui sont des manifestations fatiques, des discours implicites tout à fait polysémiques, un like, un favori sur Twitter. Il y a toute une sémantique du favori sur Twitter. Hein. On favorise tous pour plein de raisons. Donc c'est pas du tout uniquement pour des raisons qui sont matérialisées par le petit cœur actuel, hein, parce qu'on aime. Moi, je peux favoriser pour clore une conversation, par exemple, hein, quand il y a une petite conversation sur Twitter. Et également le fait de s'abonner, les fameux pokes hein, sur lesquels on doit travailler. Et dernier point de ma conférence, qui commence à dépasser son temps, pardonnez-moi, des choses aussi qui me semblent tout à fait passionnantes. Qu'est-ce qu'on fait dans l'analyse des discours numériques natifs des lecteurs silencieux, des membres des communautés silencieuses? Prou et collaborateurs, dès 2006, parlaient de ces lecteurs silencieux. Alors, il y a d'autres expressions qui circulent. Il y a des internautes rôdeurs, hein, des gens qui regardent, hein, qui sont là, qui parfois stalkent un peu. Hein. On est entre le lecteur silencieux et le stalker. Il y a un effet d'absence, mais ces gens contribuent, et ça les gens qui travaillent sur les communautés en ligne le savent depuis longtemps, contribuent tout à fait à la structure de la communauté et à l'identité de la communauté, et donc finalement ils sont actifs sur la communauté. Ils lisent, vous avez des gens qui n'interviennent jamais, qui sont de grands lecteurs de posts, de grands lecteurs de Twitter, donc il y a des effets d'absence. Donc ça, à mon avis, il faudrait les prendre en compte. Je voudrais aussi, ça c'est un de mes chantiers futurs, si Dieu me prête 40 ou 41 vies, éventuellement, ce serait de travailler sur ce que Blaya appelle, et d'autres maintenant, l'effet cockpit, qui rejoint un petit peu notre cockpit à nous de la cognition distribuée, mais dans un autre cadre. Dans le cadre du cyberharcèlement, côté énonciateur, Blaya, qui est une sociologue et qui travaille beaucoup en sciences de l'éducation aussi, explique qu'un harceleur est exactement comme un pilote de chasse ou bien un pilote de drone, en fait, dans son cockpit. L'absence de réalité des effets produits par ces tirs, selon elle, efface donc la dimension émotionnelle et le sentiment d'empathie qu'il pourrait ressentir pour ses cibles. Et donc on a cet effet d'absence dans les interactions, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un chantier pour un PEC, mais également une vraie présence énonciative, parce que le troll ou bien le harceleur, évidemment, produit du discours. Et quel discours? Et je reviens toujours, et vous avez compris que ça m'intéresse beaucoup, mais que pour le moment, je suis un peu arrêtée, au discours des algorithmes, qui semble un discours sans énonciateur, qui semble un discours qui parle tout seul. Et là, faudrait lier avec
les travaux d'Anne Banfield sur l'énonciation, sur tout ce courant non communicationnel de l'énonciation qui a été beaucoup rejeté et beaucoup contesté par la linguistique énonciative, mais que je trouve tout à fait intéressant. Donc le discours des algorithmes qui fait parler les traces et les données, qui semble les faire parler seules, mais qui constitue vraiment une vraie production discursive. Donc, en conclusion, je dirais que les discours numériques natifs sont inscrits dans une écologie de la présence liée. Christine a prononcé le terme écologie hier. Je pense que l'analyse du discours numérique est une écologie numérique. Les discours numériques natifs poussent l'analyse du discours et les disciplines TDI en général, les disciplines texte, discours, interaction, la linguistique textuelle, pour le moment, n'a pas touché au numérique, n'a pas encore touché au numérique pour des raisons qui sont liées d'ailleurs au fait qu'à côté de la notion de texte existe la notion de document, donc qui leur a permis d'écarter le numérique. Donc, nous pousse tous à nous inscrire dans une culture de présence, et là je reprends Gumbrecht, qui s'oppose un peu ou qui met à l'écart la culture de l'interprétation dans laquelle s'inscrit l'analyse du discours. Cette culture de la présence met en valeur la présence matérielle, la présence gestuelle, la présence énonciative, mais aussi la présence de l'absence. Et donc, voilà, il y a peut-être une piste ouverte pour une reconversion, requalification des théories prénumériques en linguistique, texte, discours, interaction. Voilà, j'ai terminé avec mes excuses pour avoir dépassé mon temps de quelques minutes. Merci beaucoup de votre patience.